Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann. Nous sommes le vendredi 20 mai, il est 11 heures et les indices boursiers sont bien orientés. Alors, sans surprise, le volume baisse sur les marchés actions européens pour tout un tas de raisons, mais probablement parce que le marché, les investisseurs internationaux ne veulent pas prendre de risques avant le référendum du 23 juin au Royaume-Uni. Donc, bon, en tout cas, cela permet au marché actions de la zone euro de tenir les supports. On en a parlé, on va faire un morning meeting assez court. Je vous rappelle donc malgré tout simplement que ce qui influence les marchés à court terme sur le marché des changes, c'est la macro US qui est solide, puis la Fed qui en a rajouté une couche. Donc voilà, c'est pour ça que le dollar enchaîne sa troisième semaine consécutive de rebond. La saison des résultats trimestriels, elle est terminée aux États-Unis ou presque terminée. Bon, voilà, maintenant on rentre aussi dans la période de détachement des dividendes sur le CAC. N'oubliez pas, faites attention à ça pour l'impact sur les rollovers. Voilà, ça c'est des choses à savoir si vous prenez une position sur le CFD FRA 40. Attention au détachement de dividendes, euh, que vous bien sûr qui sont répercutés dans les frais de rollover. Alors, le GR30, CFD là, qui représente le DAX, vous l'avez sous les yeux. Bon, je ne suis pas passé sur le calendrier macroéconomique aujourd'hui parce qu'il est assez léger. Simplement l'inflation au Canada, on en parlera tout à l'heure. Les ventes de logements dans le secteur immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Bon, voilà, c'est un indicateur d'activité parmi d'autres, mais non, réellement, je vais juste vous montrer ça. J'ai simplement filtré le calendrier économique de la semaine prochaine. Bon, il y a du lourd, sachant que la Fed elle est toujours data dependent. Regardez comment la Fed s'ajuste aux indicateurs de conjoncture économique. En janvier, en février, en mars, le discours c'était bon, la macro ralentit aux États-Unis, pas de hausse de taux, les risques extérieurs, la Fed listait tous les risques. Et puis depuis début mai, donc au mois de mai, on a les chiffres de l'activité réelle au mois d'avril. Donc au mois de mai, on a eu tous ces chiffres et ils étaient tous bons, même parfois très très bons, comme l'indice de confiance de l'université du Michigan par exemple, ou encore l'inflation à la consommation au plus haut de 4 ans en rythme mensuel. Donc 3 semaines de bons agrégats de conjoncture économique qui écartent le scénario d'une récession et la Fed passe à nouveau dans le camp hawkish. Donc c'est assez violent, mais en tout cas cela prouve que la Fed réagit immédiatement aux indicateurs de conjoncture économique, elle est très réactive, et voilà maintenant que le marché se prend à croire que la Fed peut relever ses taux le 15 juin. Alors qu'on revient un mois auparavant, lorsqu'on prenait connaissance des chiffres de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre, pour certains cela n'avait même pas lieu en 2016. Donc ça va très vite avec la réserve fédérale, et c'est d'ailleurs pourquoi, fondamentalement, donc c'est le socle de la reprise du dollar US. Bon, après, au-delà de ça, il y avait quand même un gros niveau technique sur le dollar US, vous le savez, donc ça a permis de rebondir. Et il y a probablement encore du potentiel, parce que toutes ces prises de parole récentes de la Fed, les minutes de la Fed, bon, elles créent un climat maintenant de spéculation sur ce que pourrait faire la Fed le 15 juin prochain. Donc là, vous êtes sur le site de la Réserve fédérale, vous avez tout le calendrier des réunions. Donc le 15 juin prochain, voilà, maintenant, avant le 15 juin, ça faisait même pas débat, on s'en fichait. Il y a encore 3 semaines, c'était 5-6% la probabilité de voir la Fed relever les taux. Donc voilà, on était déjà sur la fin d'année. Et on revient en arrière. Maintenant, ça y est, le 15 juin, ça discute. Ah, la Fed pourra relever ses taux. Vous avez des analystes qui disent la Fed va relever ses taux le 15 juin. On verra. En tout cas, voilà donc ce qui impacte les marchés. D'un point de vue technique, les indices boursiers de la zone euro, c'est toujours assez limpide. Un range trading hyper limpide, le même depuis 2 semaines maintenant. Sur le GR30, 9750, 10110. On a tenu à 4 reprises cette semaine le support. On a aussi cette ligne de tendance baissière chartiste. On a rejoint la partie haute. On était sur support hier. On est probablement maintenant proche d'une résistance. Bon, j'ai pas de stratégie particulière là sur le GR30. Juste à la compression, moi je dois vous avouer que je préfère les stratégies d'achat sur le support, comme on a eu à plusieurs reprises cette semaine, qu'une vente sous la résistance, mais après je dis pourquoi pas. En intraday, c'est une résistance. Bon, regardez le rôle de la MM50, elle avait bloqué les cours. On revient à la taper là, mais
J'ai pas de conviction forte moi sur ce que. On a cette ligne chartiste, hein, donc on n'a pas tout à fait testé. Voilà, ces ranges sont en place un peu partout. Vous avez le même sur le CAC. Alors le CAC, lui, il a presque rejoint hein, le haut du triangle. En fait, ce sont des triangles à peu près partout. Donc le CAC s'approche du haut du triangle. Il y a un gap haussier ce matin hein, sur les indices boursiers de la zone euro. Il y a un gap haussier, mais c'est rien du tout, hein. C'est un petit gap dans un range. C'est pas un gap de rupture, il n'y a pas de volume. Donc en gros, ayez conscience d'une chose, le trou de cotation de ce matin, il est voué à être comblé, tôt ou tard, puisqu'on va rester, je pense, dans le range. Si vous prenez le CAC 40 cash, hier au plus haut, on était à 4314, et aujourd'hui au plus bas, 4323. Donc il y a un gap d'environ 10 points. Je pense qu'on va le combler. C'est-à-dire que le CAC 40 peut parfaitement revenir à 4314. Donc si le CAC revient à 4314, d'une part il reste dans le range, et d'autre part il comble le gap de ce matin, qui était un gap complètement commun, sans volume, sans signification particulière, toujours donc dans ce range. Donc on a fait une belle jambe de hausse, c'est possible que là ça se mette un peu à retracer. Bon, le FTSE, lui, était hier un des indices les plus propres sur support, parce que lui, le FTSE, c'était même pas le support horizontal, c'était pas le support oblique, c'était le support horizontal, donc c'était le niveau des 6053 points. Je vous montre ici, regardez, hein. Comme quoi parfois il faut savoir aussi effectuer une rotation entre les indices boursiers, juste techniquement parlant. Il n'y a pas de raison particulière à ce que bon, la bourse de Londres, commence de plus en plus à être influencée donc, par les sondages liés au Brexit, mais d'un point de vue technique, on avait vraiment un gros niveau horizontal qu'on a testé vraiment pile poil ici, donc c'était intéressant, ça c'était hier. Alors, les indices boursiers américains, j'en parlerai cet après-midi à 14h15, où on parlera aussi beaucoup du dollar canadien et des paires en dollar canadien. Je vois qu'il y a quelques questions sur le Forex, donc on va s'attarder sur le Forex un peu. Je vois notamment une question d'Amine sur l'Eurocad. Bon. Alors première chose, l'USD Yen est solide, il teste à nouveau le haut du canal. On a fait un superbe pullback hier, hein, comme quoi ça arrive les pullbacks. Hein. Donc c'était ici, on avait le 17 mai formé une résistance à 109,64, on l'a dépassé. Et le pullback, le mouvement de retour, il a été fait hier après-midi, donc à l'ouverture de la session US. Depuis ça s'est bien repris, environ 60 points. Par contre voilà, on attaque cette ligne de tendance. Bon, est-ce qu'elle peut être franchie? C'est possible. Là, je dirais qu'on est remonté avec les indices boursiers. Maintenant, les indices boursiers sont dans les hauts de range, comme le CAC par exemple est dans le haut du range. Bon, l'USD Yen, il a atteint cette oblique. Je ne sais pas si ça va passer d'un coup. En tout cas, c'est quand même bien orienté. Voilà. L'AUD USD sous résistance au moment où je vous parle. Alors, que peut-on envisager? On va repasser en données journalières. La seule chose qui me dérange, alors c'est le doji d'hier, un doji D1 sur la UDUSD, un doji journalier. On n'a pas eu ça depuis le début de la baisse le 20 avril dernier. Bon, on le fait où ça? On le fait à proximité donc, des 0,72 qui sont à un niveau de support. Je vais juste regarder les proportions de marché et 61,8. Donc on a retracé 61,8. Juste pour que vous réalisiez que c'est un mouvement quand même baissier qui est bien mature. Mais après, bon, la UDUSD ne casse pas de résistance. Et là d'ailleurs, il est sous la toute première résistance. Hein, c'était ce niveau horizontal ici à 0,7240. Pour l'instant, il échoue en dessous. Bon, c'est une résistance. Une stratégie de vente, je sais pas. Je sais pas, ça a déjà beaucoup baissé. L'idée à la base c'était de viser 0,72. Je suis méfiant. Je suis méfiant. Il y a une espèce de compression comme ça où on serait bien capable de revenir en haut, un peu comme on l'avait fait ici. Bon, c'est une résistance horizontale. Si elle vous intéresse, je dirais que son seul avantage, c'est que bon bah là, vous gérez le risque avec 20 pips. Hein, il y a juste au-dessus de la résistance, mais bon, je ne suis pas convaincu que ça puisse vraiment rejeter les cours, mais pourquoi pas. Bon, le GBP USD a atteint son objectif hier à 1,4668. C'était le point haut du 3 février, le point haut en clôture du 2 mai. Voilà, on va probablement se mettre en range maintenant. Il n'y a pas de div hein, parce qu'il y a deux creux descendants, deux creux descendants. Là, on fait un petit retracement en données journalières. On voit la mèche d'hier. Le retracement, il peut se faire sur quoi? Il peut se faire sur 1,45 éventuellement et encore. Bon. Et disons que
La remontée cette semaine du GBP USD, c'est le sondage, d'accord? C'était, techniquement parlant, c'était épaule tête épaule inversée. Dollar est fort, on revient tester 1,4668. L'essentiel, je pense, a été fait à court terme. L'essentiel a été fait. L'USD CAD, alors ça m'intéresse, hein, je vous ai parlé hier d'un pullback. C'est un mouvement haussier qui est bien construit. Moi, je vise toujours un 32, voire pourquoi pas un 33 à horizon 2 semaines, hein. Euh, L'USD CAD fait des impulsions, des retracements, des impulsions, on retrace, mais là, le retracement est de faible amplitude. Le premier support 1,30 à 30,15, on a aussi cet oblique. Sur le très court terme, le marché forme un petit support à 1,3076. Ça correspond à rien. 1,3076. Donc bon, là on n'a pas fini de consolider. Ce que je vous propose sur l'USD CAD, c'est d'attendre. Moi je pense toujours que ce marché peut aller plus haut. Je vais vous proposer d'utiliser le RSI H4. Vous l'avez ici. Vu que c'est une nouvelle tendance haussière, on doit tenir la neutralité. Donc voilà, moi j'aurais tendance à vous inviter à surveiller ça, me faire un petit canal. Et donc, laisser le prix, alors il peut soit faire le pullback, soit dériver à plat, prendre appui sur la ligne de tendance et remonter, on ne sait pas. Mais vous pourrez être conseillé par le RSI. C'est-à-dire que laisser le RSI se dégonfler, revenir vers 50 dans le bas du canal, et à ce moment-là observer le prix. Ce sera à ce moment-là, je pense qu'on aura un bon timing pour se placer. Donc RSI H4 pour l'USD CAD, c'est donc ce que je vous recommande, c'est ce que je pense pour le reprendre. Pas forcément aujourd'hui. Alors attention, il y a l'inflation au Canada cet après-midi. La semaine prochaine, il y a une banque centrale majeure, c'est la Banque centrale du Canada. Euh, le pétrole a bien remonté ces dernières semaines. Est-ce que la Banque centrale du Canada a une raison particulière d'être dovish avec la remontée du pétrole? La macro US, la macroéconomie US qui est solide, ça peut aider aussi la macro canadienne, hein. Les deux pays sont liés, donc bon, on verra. On verra. C'est pas évident. On aura l'occasion d'en reparler, de toute façon c'est mercredi prochain. Le NZD-USD, toujours sous la ligne de coup donc du double top, mais il ne cède pas, il a quand même reculé. La ligne de coup du double top, elle est là, 0,6822. Le marché a encore fait un nouveau plus bas hier, mais ça reste très marginal à chaque fois. On a fait 0,6709. Mais au final, tant qu'on est sous 68,22, le risque c'est la baisse. Euh, voilà. Après là on fait un espèce d'orange peut-être légèrement descendant. Et je pense quand même qu'à terme, avant la fin du mois de mai, on reviendra ici sur 66-71 du fait des spéculations, hein, quant à ce que pourrait faire la Fed en juin. C'est-à-dire que si là on continue d'enchaîner les statistiques américaines qui dépassent le consensus, comme la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan, les prix de la production, l'inflation à la consommation, les ventes au détail, je peux en citer plein, qui ont largement battu le consensus en avril, donc reporté en mai mais portant sur le mois d'avril. Ça va aussi dans le sens d'une accélération de la croissance économique US au second trimestre. Et ça forcément, la Fed, si c'est le cas, elle l'a dit, hein, si le second trimestre voit la croissance accélérer, on monte les taux. Ça, elle l'a dit explicitement. Et potentiellement, elle n'attendrait même pas la fin. Avril, mai, juin, 3 mois qui constituent le second trimestre. La prochaine décision de la Fed, c'est le 15 juin, donc elle peut agir dès le 15 juin si elle a déjà sur avril et mai suffisamment d'indicateurs pour dire que voilà, l'économie US est vraiment bien repartie. Donc ça reste baissier, NZD-USD, je pense que le risque est clairement la baisse. Alors on va parler un peu de l'euro-dollar, AUD-USD donc sous résistance, mais le seul avantage c'est le rendement risque. L'euro-dollar, bon, pour faire simple, là on fait une petite conso, une petite stabilisation mais qui n'est pas non plus de forte amplitude. On va faire simple. Euh, vous avez une ligne de tendance haussière qui attrape deux superbes impulsions de la BCE, le 3 décembre et le 10 mars. Donc cette ligne de tendance, c'est presque la ligne de tendance de la Banque Centrale Européenne. On a à peu près tout ce scénario qui consiste à dire qu'on va revenir chercher le bas du canal et derrière rebondir. Alors, pas rebondir fortement, mais vu
qu'il s'agit quand même d'une ligne de tendance qui attrape ces grosses séances, il y aura une réaction intermédiaire. Dans l'immédiat, je pense que le cours va continuer de glisser, il n'y a pas de divergence particulière, en direction des 1,1443 $, 1,1150 $. Là, c'est vrai qu'on se maintient au-dessus des 1,12, 1,1215, mais je pense que c'est juste un petit range intraday avant de voir le cours baisser davantage. Vous vous mettez en weekly chart, bon, voilà, on est toujours bien sous l'influence de cette étoile filante, hein, donc au début du mois de mai, qui produit toujours ses effets. Bon. Alors après, on peut tenir un 12 et dériver à plat jusqu'à être porté par le canal. Mais bon, je ne suis pas non plus convaincu que le marché fasse ça. Alors il y a une chose aussi qu'on peut faire, n'oubliez pas, hein, c'est d'utiliser les cours de clôture pour tracer aussi des canaux. Dans l'idéal, il faut un peu jongler avec les deux façons de travailler. Tout ça pour dire qu'on a sur 1,1150 le bas du canal en cours de clôture. Ce qui fait qu'au final, le marché il va peut-être aller chercher le bas du canal qui attrape les mèches. Mais je vois bien une séance, moi, où on va glisser petit à petit par ici, puis on va revenir un jour tester le bas du canal et clôturer au-dessus de la ligne qui attrape les cours de clôture. Et là, l'euro-dollar entrera en rebond technique, après avoir quand même baissé on vient de 1,1616, hein, donc ça commence à chiffrer. Mais là, pour l'instant, la dynamique reste donc celle d'une correction progressive. Alors, on m'a demandé l'EuroCAD. Donc, je vais le chercher. J'ai en fait remis à jour mes graphiques, donc j'ai pas encore tout refait, donc je vais les faire petit à petit en fait lorsque vous allez me les demander. On va se mettre en données. La question sur l'EuroCAD, elle n'était pas plus précise que ça. C'était juste qu'est-ce que j'en pense. Bon, on va regarder. Le DAX retrace, bah, ça a l'air de parti pour. Oui, donc l'EuroCAD, c'est aussi, c'est comme le USD-CAD. C'est la même structure, mais en moins fort parce que l'euro-dollar baisse. Donc forcément, ça a du retard sur le USD-CAD, mais j'aurais tendance à dire qu'on a une jambe de hausse, une conso. On est peut-être même en train de sortir par le haut d'un espèce de drapeau, donc moi je pense que l'euro-CAD peut remonter à 1,50. Ça viendra du CAD. Alors, bon, il va falloir vraiment que la semaine prochaine, la Banque Centrale du Canada ne vienne pas neutraliser tout ça. Mais dans le cas, oublions ces fondamentaux. Restons purement techniques pour ne pas se faire embrouiller. Un mouvement en 3 temps, une jambe de hausse, une conso, ça repart. Ça me donne 1,4939 pour les 0,618. Alors ces 0,618 ont été faits hier par l'USD-CAD. Ils ont été faits par l'USD-CAD. Donc oui, haussier sur l'EuroCAD à court terme pour déjà remonter chercher les 1,4826 et pourquoi pas derrière les 1,49. Alors, le DAX et l'euro GBP. Alors l'euro GBP, alors nous y sommes. Alors épaule tête épaule, ok. Attention, on a tenu un support à 76,50. Il y avait hier, on l'avait vu ensemble celle-là, une micro-dive haussière, mais ce sont les plus puissantes. Ce sont les meilleures. Donc là, on remonte. Enfin, un pullback. Dans un premier temps, l'euro GBP va remonter à 0,7734. Alors, qui dit épaule tête épaule, dit ligne de coup. Soit elle est oblique, et dans ces cas-là, bon, il faut aller la chercher un peu plus haut. C'est-à-dire qu'on peut remonter à 0,7760. Soit on tient compte des 0,7650, puisque finalement c'est tout le range 0,7650. On voit que le niveau fait réagir. Alors je vais avoir du mal en fait à vous dire. Bon, la ligne, on va la tracer en cours de clôture, ça va être plus simple parce que c'est plus ou moins horizontal. Bon, là on la voit mieux, hein. Je ne sais pas si vous regardez, si vous mettez en cours de clôture, on voit bien la structure de sommet, épaule, tête, épaule. Les deux épaules sont à la même hauteur, donc c'est à peu près propre. La ligne de coup, on rebondit actuellement. Moi je pense que l'euro GBP pourrait remonter vers 0,7750, 0,7760, avant probablement d'échouer, s'il s'agit réellement donc d'une structure de sommet.
On la voit ici en données journalières, donc, mais là on fait un petit rebond. Le marché peut reprendre 50 points, et puis forcément le vrai risque baissier c'est si on break 0,7650, là on ira carrément revenir sur du 0,75. Euro-yen, GBP USD. Alors GBP USD en effet, hein, il y a une ETEI, on avait fait le pullback. C'est justement pour ça, mettre en données journalières, là voilà, le TEI ou le triangle, ETEI, peut-être pour l'inverser, ou le triangle. Bon oui, forcément. Après, on voit que le marché a à nouveau bloqué à 1,4668. Je pense que là, ça va retracer. Ça va retracer et que là, on va revenir sur du 1,45, 1,4510, qui a été la résistance franchie hier. Donc, on va revenir la tester. Après, derrière, forcément, on aurait un superbe signal d'achat. Si en cours de clôture, on dépassait 1,4668, alors on montera 1,49. C'est possible, hein, à mesure que approche le référendum et s'il y a des nouveaux sondages, ça peut tout à fait se passer comme ça. Le GBP Yen a cassé hier une résistance, donc à 158,43. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher les 162,70. Donc c'est tout à fait possible. On a fait un grand corps. Là, on fait des petits chandeliers. Ça marque légèrement le pas. Je vais me mettre en données 4 heures parce que je pense qu'on peut tracer éventuellement depuis la reprise une ligne de tendance. Alors en données 4 heures, ça temporise un peu. Éventuellement quelque chose comme ça. On voit ici vraiment le chandelier de cassure est ici. Donc dans les supports horizontaux, on va prendre le point d'accélération justement à 159. Qu'est-ce qu'il nous fait là le GBP Yen, pas de dip, il nous fait un petit range. Bon, un range, ça n'a pas vraiment de. On va regarder en horaire si on a une forme particulière. Bon, épaule, tas d'épaule, non, il n'y a pas vraiment de ça. Après, je pense que la livre sterling, le guide de la livre sterling, c'est le câble, c'est le GBP USD. Je pense que le GBP USD va reculer un peu, là, vers 1,45. Donc le GBP Yen marque le pas. Ça reste une paire en Yen. Les 160 peuvent tenir. Les 160, chiffre rond, qui a repris donc son rôle de support. Ce qu'on pourrait envisager sur le GBP Yen, c'est une dérive à plat ou la formation d'une pattern latérale avant derrière que ça relance. Ça peut dériver à plat jusqu'à revenir sur cette oblique, donc en début de semaine prochaine. Elle serait parfaite celle-là, c'est l'oblique la plus forte, là, hein, celle qui attrape le mouvement récent. Vous voyez l'importance des 160, hein, au-delà d'être un chiffre rond, c'était un point de décrochage le 1er avril, un point de décrochage le 28 avril. Là on l'a repris difficilement, maintenant on se maintient au-dessus, donc 160 doit rester support. Et c'est probablement là en dessous où il faut remonter ses stops, si on est long, pour viser derrière 162,70. Alors je vais repasser sur les indices européens, je vais remettre le DAX, enfin, le GR30. Alors je sauvegarde. Donc ça retrace. Bah écoutez, on est toujours dans les ranges, de toute façon, on s'en est approché. Je pense que le CAC a dû combler bah voilà, c'est comblé. Le trou de cotation haussier du CAC est comblé. Mais sans surprise, hein, depuis 2 semaines, un range. Le marché paye en bas, il short en haut, il n'y a pas de volume. Sans volume, on ne peut pas sortir par le haut ou par le bas d'une congestion. Et puis finalement, ces bandes de prix arrangent bien les investisseurs. On oscille à l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça commence à durer un certain temps. Mais c'est pas non plus exceptionnel. On a déjà connu ça. En tout cas, ce qui est certain, je vais charger le S&P 500. Hier, le SP500 en séance tentait donc de casser un support. Alors attendez, je vais juste aller chercher le SP500. Accordez-moi juste un instant, voilà. Ok, alors je vais charger le SP500 parce qu'au final, les indices US ont bataillé ferme pour préserver, hein, le niveau. Alors pendant combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, hein, je vous rappelle que sur les indices boursiers américains,
Faut pas s'enfermer dans des structures de sommet trop agressives. Alors, ça marche parfois, mais il y a beaucoup d'exemples où des têtes-épaules, etc., ont été neutralisés immédiatement. Là, eh bien, le marché action US a tenu son support. La mèche basse. Wall Street corrige légèrement depuis quand même un mois, depuis le 21 avril. Et regardez, hier, on a fait un marteau, c'est pas mal. On est en train de me dire que ça pourrait redémarrer. Malgré donc un marché qui envisage une hausse des taux de la Fed en juin, ça a quand même tenu. Donc les supports tiennent en Europe depuis le 6 mai, et notamment cette semaine, ça a été payé à chaque reprise. Euh, le S&P 500 a peut-être terminé de baisser alors qu'il baisse depuis un mois. Il pourrait repartir avec le chandelier qu'on a fait hier. Laissez-moi juste regarder le Dow Jones, le Dow, hein, voir si on a le même type de configuration. Alors c'est un peu moins net. Alors en fait, il y a plein de façons de trouver un support pour la news. Ça peut être 17 510, il y a aussi ce niveau-là. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est la réaction hier du marché qui a clairement clôturé quand même au-dessus de son plus bas. Alors, il ne faut pas non plus crier victoire. D'ailleurs, l'analyse technique du Dow ne rejoint pas réellement celle du S&P 500. Mais franchement, vu le manque de volume, sur tous les marchés actions, même aux États-Unis, je vois pas pourquoi les participants de marché violemment la casseraient tous les supports pour chuter. Alors, ça pourra arriver, ça peut arriver hein, lors des prochaines semaines si on acquiert la conviction que la Fed va relever les taux de manière agressive, mais à l'heure actuelle, le volume est très bas. Je vais vous le donner en temps réel d'ailleurs là sur le CAC 40. Au moment où je vous parle, voilà, il y a 700 millions, presque mi-séance, 700 millions qui passent sur le CAC. On n'aura même pas 2 milliards ce soir. Donc il y a, je dirais, les conditions de volume, de participation de marché pour que l'environnement actuel qui est celui d'un range dure. Le principe d'un range, c'est qu'on ne casse pas la résistance majeure et qu'on ne casse pas le support majeur. On reste à l'intérieur. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe en Europe. Et aux États-Unis, on est peut-être en train de former un support après un mois de baisse. Voilà. Alors, cet après-midi, on va se concentrer sur pas la décision de taux de la Banque centrale du Canada, mais sur l'inflation au Canada, sur les paires en dollars canadiens. Donc, je parlerai essentiellement du SDK, du GBPK, de l'Eurocad, du CAD-Yen. On va ça cet après-midi. Je referai un rapide bilan des indices boursiers et des paires majeures. Et puis voilà, ce sera la fin donc de la semaine. Mais avant ça, vous avez donc à 13h le 13h des traders avec Sylvain. Merci à tous. Et à tout à l'heure, donc 14h15. Notez bien 14h15. Merci à tous.